Chapitre 7. Le vallon. Nous étions d'accord sur un point, nous devions brouiller les pistes. Elle ne devait pas être retrouvée tout de suite. Elle ne devait inquiéter personne de son entourage proche. Elle devait faire ce qu'elle avait à faire. Il fallait que ça prenne suffisamment de place sans pour autant venir éveiller les soupçons. Mais entre nous, qui aurait été assez malin pour faire le rapprochement ? La Maurice Coley devait être laissée là, dans un lieu au milieu de nulle part, Silent Pool, près de Newlands Corner, où une femme s'était noyée par amour. Elle était déjà passée devant cet étang, elle avait même pensé y perpétrer un crime. Un meurtre dans un écrin de verdure. Le calme de la campagne anglaise brisé par le souvenir ému d'une femme disparue. La quiétude d'un week-end au vert des vallons rompus par les cris d'un couteau planté dans le dos. Agatha n'en était pas à son coup d'essai, mais celui-là, plus que tout autre, devait être un coup de maître. Elle avait pensé à tout et à tout le monde. Si j'avais pour ma part agencé la partie londonienne, elle avait structuré la partie campagne de notre plan. Et toutes les pièces s'imbriquaient parfaitement jusqu'à la brume de décembre, empêchant de voir clairement les personnes sur les bords de la route. En descendant dans l'épaisseur de la nuit, Agatha me dit qu'elle eut l'impression d'être dans le livre de Mary Shelley, Frankenstein, pris entre romantisme et noirceur. Elle laissa donc sa chère Maurice Coley sur le bord du sentier, à la patte d'oie menant à l'étang en hauteur, sur l'A25. Elle monta dans la voiture de notre ami commun dont il est préférable de taire le nom. Et s'il n'avait pas été au rendez-vous, peut-être aurait-elle erré seule sur la route, attendant en pleine nuit qu'un inconnu lui ouvre la porte de sa voiture. Elle arriva rapidement à la gare de West London afin de me rejoindre. 2 heures plus tard, par la grâce des trains de nuit de Grande-Bretagne, elle s'engouffrait à l'abri des arbres et du muret dans une ruelle bien au calme de Londres, au 78 Chelsea Park Gardens, chez moi. Chapitre 8. Drame en 5 actes. La porte s'ouvrit sur une romancière au regard perdu. Elle était là, ayant pris avec elle toute l'humidité du Surrey. Elle avait besoin que cette eau ruisselle sur son visage pour donner l'impression de sa tristesse. Nous rentrions à l'intérieur comme dans ces romans d'espionnage, pressés qu'on ne nous voit pas discuter l'une avec l'autre. Ma fille dormait à l'étage. Je donnais à Agatha la chambre d'amis pour qu'elle puisse se poser et revoir les éléments de notre stratagème et ceux qui restaient à mettre en place. La nuit fut courte. Dès le lendemain, nous courions chez Harrods pour acheter tout ce qu'elle avait décidé de ne pas prendre avec elle. Des vêtements, du linge de toilette, le nécessaire de voyage, les bagages, les chapeaux, tout ce qui fait qu'une femme va passer quelques jours en villégiature là où personne ne l'attend. Il y avait de quoi faire dans ce grand magasin. Il faut imaginer tout un bloc d'immeubles de 4 étages, tout en pierre jaune, avec, au premier de ceux-ci, de grandes fenêtres cintrées en arrondi et soutenues par une armature en fer forgé. Au-dessus des rangées d'ouvertures entre 2 colonnes à l'antique. Au niveau de la rue, de grandes vitrines laissaient entrevoir les produits à la mode que nous pouvions trouver à l'intérieur. Une fois que nous avions poussé les grandes portes,
L'architecture semblait nous dire que nous avions fait le bon choix. La devise de cette enseigne n'était-elle pas « Omnia oblique omnibus » ? Tout, partout, pour tous. Le luxe à toute épreuve, les boiseries et le fer sombre accompagnaient les murs crème des étages. Les luminaires art déco semblaient encore de première jeunesse alors qu'il y avait bien longtemps que la mode était passée de l'autre côté de la Manche. Nous déambulions dans les allées sous les verrières art nouveau très colorées des échoppes. Agatha prit mon bras. « Le plus difficile est fait, » me dit-elle. « Si nous n'avons pas été inquiétés maintenant, il n'y a pas de raison que nous le soyons plus tard. » Dans peu de temps, sa disparition ferait grand bruit. Cela servirait la cause de chacune. Nous arrivions à la fin du deuxième acte qu'elle avait appelé la disparition. Il en restait donc 3 à jouer, et si tout se déroulait comme prévu, elle devrait avoir droit à une standing ovation de la part d'un public qui n'aurait rien vu venir. Elle était comme ces prestidigitateurs qui sont capables de vous captiver sur ce qui se passe dans la main droite, alors que c'est la gauche qui fait le travail. C'était cela, mon ami, une magicienne. Non pas une magicienne, mais une détourneuse d'attention. Cela ne se dit sûrement pas, mais c'est bien ce qu'elle était pourtant, une détourneuse. J'étais devenue par mon plus grand plaisir son assistante, l'assistante des 3 actes à venir, et j'étais avec la plus improbable des dramaturges.